What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Renault a la peine avec l'électrique, les Européens qui préfèrent l'hybride au 100% électrique, une grosse berline championne de l'efficience et de l'autonomie, et non, ce n'est pas une Tesla, une autonomie record aussi pour le nouveau Porsche Macan électrique, et enfin, Elon Musk vote Donald Trump et va même lui faire un petit chèque. Voici pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine, celle de Salim Elouat, cofondateur de la start-up lyonnaise Mobenergy, spécialiste de la recharge intelligente pour véhicules électriques. Nous ferons aussi un petit tour dans le nouveau Ford Explorer en version 100% électrique avec l'essai de la semaine. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 126 du 20 juillet 2024. L'actu de la semaine. Renault innove mais peine pourtant à augmenter ses ventes de véhicules électriques qui représentent à peine 12% de son total, bien en deçà de la moyenne européenne. Malgré des efforts depuis plusieurs années sur ce marché et une gamme dont il n'a pas à rougir, le groupe reste en retrait par rapport à des concurrents comme Stellantis. Une transition quelque peu difficile, marquée par la fin de la Zoé et la trop longue attente de nouveaux modèles comme la R5 et également le Scénic E-Tech, dont l'impact sur les ventes se fera plutôt sentir à partir de début 2025. Contre toute attente, l'hybride simple semble avoir encore de beaux jours devant lui. En effet, le premier semestre 2024 montre un engouement marqué et quelque peu inattendu des Européens pour les voitures hybrides au détriment des 100% électriques. Les ventes d'hybrides simples ont ainsi bondi de 22,3% durant cette période, atteignant 29,2% de part de marché. En revanche, les ventes de voitures électriques stagnent avec seulement une hausse de 1,3%, représentant 12,5% du marché. La baisse des incitations en Allemagne a contribué à cette stagnation, mais les ventes de voitures électriques marquent également le pas dans des pays pourtant leaders comme la Suède, la Finlande et même la Norvège. Lucid Motors marque un nouveau jalon dans l'efficience avec sa Lucid Air Pure qui a établi un nouveau record de consommation pour une voiture électrique aux États-Unis. La berline de 430 chevaux affiche désormais une consommation de seulement 12,4 kWh au 100 km avec une batterie de 84 kWh, ce qui lui confère une autonomie de 675 km selon la norme EPA américaine, plus stricte que notre WLTP avec lequel on pourrait probablement compter sur plus de 700 km d'autonomie. Ce modèle surpasse même des références comme la Tesla Model 3 Long Range Propulsion et la Hyundai Ioniq 6 SE en termes d'efficience. Dommage que Lucid n'en vende pas plus et soit depuis quelque temps sur la corde raide en matière de rentabilité, car cette maison sait faire d'excellentes voitures électriques. Toujours sur le thème de l'autonomie exceptionnelle de certains véhicules électriques, après la Lucid Air Pure, c'est au tour de Porsche de se distinguer avec son Macan électrique. Porsche a dévoilé cette semaine 2 nouvelles versions de son SUV électrique, dont une de base avec une autonomie record de 644 km en cycle WLTP, équipée d'une batterie de 100 kWh et d'un moteur de 360 chevaux. Une version qui est proposée quand même à partir de 82 595 €, sans option évidemment. Enfin, Elon Musk, l'homme de tous les paradoxes, le PDG de Tesla, a annoncé cette semaine son soutien à Donald Trump pour la présidentielle américaine, malgré les positions anti-voitures électriques de ce dernier. Rappelons que dans son programme électoral, Donald Trump a promis de mettre fin aux incitations pour les voitures électriques, une décision qui pourrait pourtant fortement affecter Tesla. Dans une interview accordée en mars 2024, il déclarait, je cite, que les voitures électriques ne vont pas assez loin, coûtent trop cher et sont toutes fabriquées en Chine. Fin de citation. Mais qu'à cela ne tienne, Elon Musk prévoit de débourser 45 millions de dollars par mois pour la campagne de Trump, ce dernier lui ayant promis un poste important en cas de réélection. L'interview de la semaine. Installé à Vénissieux, en région lyonnaise, Mobenergy conçoit, produit, déploie et supervise des solutions de recharge intelligentes basées sur le stockage d'énergie en batterie de seconde vie. La start-up a déjà lancé 2 produits phares, le robot de recharge Charles et la centrale Aiko, destinés à faciliter et optimiser la recharge sur les parkings. L'occasion de faire le point avec Salim Elouat, son cofondateur et CEO. Bonjour Salim Elouat, bienvenue.
Bonjour Eric, merci beaucoup. Vous êtes cofondateur de Mob Energy, ou Mob Energy, une start-up lyonnaise spécialisée dans la recharge intelligente pour véhicules électriques. Pouvez-vous nous présenter Mob Energy en quelques mots? Avec plaisir. Mob Energy, c'est une entreprise d'abord industrielle. Industrielle parce que on a inauguré en janvier notre première usine dans laquelle on reconditionne des batteries de voitures électriques. Ouais. Ces batteries sont arrivées en fin de vie automobile et on les récupère, on les qualifie, on les reconditionne pour pouvoir les remettre dans une nouvelle application. Et ces applications, quelles sont-elles? Ce sont des applications de stockage et de recharge, notamment de voitures électriques. Donc notre activité, c'est de fabriquer des cubes qui s'appellent EICO. Et ces cubes, on les installe sur des parkings d'entreprise, sur des parkings publics. Et ils ont la capacité de booster les capacités d'un réseau électrique. Donc de recharger plus de voitures que ce que le réseau ne pourrait permettre. Vous avez été créé en quelle année? L'entreprise a été créée en 2018 Ouais. et ça faisait 2 ans et demi qu'on travaillait sur ce sujet du reconditionnement de batteries et de recharge intelligente mobile. Vous êtes combien aujourd'hui chez Mob Energy? Aujourd'hui, on est 50. Euh, D'accord, on est 50, tous basés sur le même site d'accord. et avec une bonne partie des équipes qui sont soit côté engineering, soit côté production, exploitation des systèmes. Vous êtes en région lyonnaise, hein, c'est ça, à Vénissieux. Absolument, dans le sud de Lyon. Alors on entend souvent ce terme-là de recharge intelligente, mais en quoi ça consiste exactement? Parce que c'est un petit peu comme ça que vous vous qualifiez aujourd'hui. Avant de répondre à la question, je repars juste d'un contexte. Aujourd'hui, on installe des points de charge partout, sur tout type de parking. Nous, on se focalise principalement sur les sites où il n'y a pas besoin de recharge rapide. Donc, c'est des parkings d'entreprise, des parkings éventuellement de logisticiens. De manière générale, dès qu'un véhicule va être garé plus de 3 heures et a des besoins énergétiques moyens d'une vingtaine de kilowattheures par session de charge, Ouais, on devient pertinent. d'accord. Aujourd'hui, l'approche traditionnelle consiste à brancher des points de charge sur le réseau. Le premier pain, la première difficulté, c'est qu'on va avoir tout un tas de travaux de génie civil et de génie électrique pour pouvoir apporter la puissance au point de charge. Donc c'est des Mhm. tranchées, c'est des tableaux divisionnaires, c'est peut-être de nouveaux TGBT, etc., etc. Euh, le deuxième sujet, c'est qu'une fois que les points de charge sont installés, on se rend compte qu'ils sont en réalité très peu utilisés. Le véhicule arrive, se branche, va récupérer euh, 30 km, 40 km, donc la charge se fait en 1 heure, Mhm. sauf que le véhicule va rester une demi-journée, voire une journée. Et donc ça remet un peu en question tout le travail qui a été fait juste avant, le travail d'apporter cette puissance, parce que on se rend compte que la puissance n'est utilisée que 10%, qu'à 10% de son potentiel. Donc l'idée qu'on a avec ces cubes EICO et avec nos solutions, c'est de mieux utiliser la puissance qui est disponible sur les parkings pour pouvoir faire ce travail de biberonnage et de recharge quotidienne. Donc l'approche qu'on propose, c'est de pouvoir stocker de l'énergie lorsque les véhicules ne sont pas là, à faible puissance. Lorsque les véhicules sont là, eh bien, on déploie des points de charge qui sont interconnectés les uns aux autres, donc ils se partagent un même bus électrique. Et ce bus électrique a la particularité de ne pas être enterré dans des tranchées. Donc imaginez, on arrive sur un parking, on pose un cube rempli d'énergie, rempli de batterie en tout cas, de seconde vie. On branche ce cube avec une petite alimentation de 10 kg, de 20 kilowatts, et ce cube va gérer un espèce de bus qui est posé juste à côté et qui peut accueillir 10, 15, 20 points de charge. Et donc là, on réduit les besoins en puissance de 3 fois, 6 fois, parfois 10 fois. Euh, on accélère les délais, on réduit les investissements nécessaires au déploiement de cette solution et donc c'est ça qui fait aujourd'hui le succès de ce système. C'est une espèce de gros générateur ou de grosse rallonge en fait que vous implantez entre l'arrivée du réseau et les bornes. C'est entièrement ça. Je pourrais être même un peu technique parce que je sais qu'il y a des spécialistes qui nous écoutent. Dans le schéma traditionnel de raccordement de bornes, on va mettre un tableau divisionnaire, donc une armoire électrique, pas très loin des places de parking. Donc on pourrait se dire que c'est pareil. Mais même cette armoire, en réalité, elle va avoir autant de départs, autant de lignes tirées euh, que de points de charge Mhm. à équiper. Et donc on a un raccordement qu'on appelle un raccordement en étoile. Euh, et rien que ça, la solution EICO permet euh, de simplifier, d'alléger et de réduire aussi la quantité de cuivre utilisée. Donc ça a des intérêts, ça se traduit dans le coût, mais aussi dans le bilan carbone du système. Est-ce que ça veut dire que la puissance est divisée par le nombre de voitures en charge? Alors, euh, le smart charging aujourd'hui existe et nous a pas attendu pour exister. Ouais. Donc aujourd'hui, tout un tas d'acteurs mettent 20 points de charge.
Les 20 points de charge, s'ils fonctionnaient tous en même temps, ils appelleraient sur le réseau, je dis n'importe quoi, 140 kilowatts. Mmh. Sauf que, bon, déjà, il y a un foisonnement naturel. Les véhicules n'arrivent pas en même temps, ne se rechargent pas en même temps. Et puis, en plus, on va mettre un module qui va limiter et répartir la puissance pour ne jamais dépasser une certaine consigne. Par exemple, 50 kilowatts. D'accord. Le smart charging actuellement pratiqué, Mmh. il a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il est aveugle. Entre l'usager qui reste 1 heure et l'usager qui reste 6 heures, je n'ai pas cette info et je ne sais pas les prioriser. Donc on perd vraiment un aspect du service qui est hyper important. Le deuxième problème du smart charging actuellement pratiqué, c'est qu'il est non communicant. Je fais de l'abaissement de puissance, je fais de la répartition de puissance, mais les usagers qui viennent se recharger ne sont pas informés de cette optimisation. Ils vont le constater à leur retour sur le parking, ou alors ils vont le constater sur leur application mobile en voyant que la borne qui était censée faire du 22, du 11 ou du 7 kW ne fait en réalité que du 2 kW ou du 3 kW. Donc le cube vient avec une interface, et cette interface tactile permet aux usagers de nous dire combien de temps est-ce qu'ils comptent rester sur le parking et combien d'énergie est-ce qu'ils veulent récupérer. Et c'est là que l'optimisation, le smart charging se fait. Et donc, on va pas forcément répartir la puissance de manière homogène. On va même parfois ne même pas démarrer la session de charge lorsque l'usager est là, parce que le système va organiser un planning de charge en fonction de ces paramètres. Donc ça veut dire que l'usager, quand il arrive en face de sa borne dans le parking pour charger sa voiture, il doit se rendre vers le cube. La borne elle-même n'est pas équipée de système de communication et c'est vers le cube qui va indiquer ses paramètres sur, Exactement. sur un écran C'est qui est sur le cube en fait. C'est parfaitement compris. Donc l'intérêt de placer le cube sur le parking, pas trop loin, permet d'accueillir les gens. Il y a une indication au niveau du point de charge qui invite l'usager qui serait peut-être novice, nouvel usager du service d'aller jusqu'au cube. Et au niveau de ce cube, il est accueilli. Il y a une interface qui lui dit bonjour. Si vous avez un badge, badgez votre carte. Si vous n'en avez pas, il y a un mode visiteur qui vous permettra de payer avec une carte bancaire. Et D'accord. de là, je suis onboardé, je suis accueilli dans un process en 3 étapes, très simple. Sur quel point de charge est-ce que je suis branché? S'il y a qu'un Ouais. seul point de charge en attente, j'en vois qu'un. Combien d'énergie voulez-vous récupérer? Donc là, on parle en kilomètres ou en euros. On a D'accord. une indication à l'avance de combien ça coûte. Et donc, voilà, j'ai envie de recharger 5 euros, 10 euros aujourd'hui. Et puis ensuite, combien de temps restez-vous sur le point de charge? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 8 heures. On peut paramétrer ces boutons en fonction du cas d'usage. Donc, typiquement, on est en train de préparer un déploiement sur un hypermarché. Un hypermarché, on reste une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie. Donc, il n'y aura pas l'option de rester 4 heures ou 8 heures. Et puis ensuite, le système valide la commande et propose de payer avant de partir. Donc en fait, ça fonctionne un peu comme un horodateur de parking centralisé, c'est-à-dire qu'on se met à sa place et puis on va rejoindre l'horodateur et on indique combien de temps on veut stationner, etc. C'est vraiment, Exactement. ouais, c'est une très bonne illustration de la charge intelligente, c'est concret. Vous avez beaucoup d'installations aujourd'hui et quel type de parking? Alors, on a démarré Mob Energy sur le frère du cube Eiko, parce que Eiko, donc c'est un prénom, j'aime bien raconter cette histoire, mais c'est un prénom japonais Japonais, féminin ouais. qui veut dire prospérité. Ouais. Et Eiko a un frère qui s'appelle Charles, et Charles, c'est un robot chargeur de voitures électriques. J'allais vous en Et donc, parler après. Charles nous a occupés pendant 3-4 ans, en réalité. Donc, Eiko est une solution très jeune. Le premier système a été déployé chez l'armée française en avril 2023, donc ça fait un an et 3 mois qu'on déploie les tout premiers systèmes, dans un contexte où on a aussi déménagé dans une usine, porté l'industrialisation. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses en parallèle. Euh, et aujourd'hui, on va finir l'été avec 25 systèmes déployés. Et normalement, si les projets se déroulent comme prévu, on devrait finir l'année avec une quarantaine de systèmes déployés sur site client. Et ça, essentiellement sur des parkings publics de type, puisqu'on est à Lyon, Lyon Parc Auto, et vous avez d'autres types de clients? Alors aujourd'hui, on a trois grandes verticales qui sont assez traditionnelles pour un fournisseur de solutions de charge. On va avoir les entreprises, et là on Ouais. a un segment assez important, c'est-à-dire que des clients comme Airbus, des clients comme Renault Trucks sont des clients qui vont équiper leurs sièges, leurs sites, ils en ont beaucoup, et donc ça marche bien. On va avoir des parkings de collectivités, des parkings publics, par exemple à Saint-Gervais-les-Bains, des aires de covoiturage à côté de Bordeaux, avec Vinci Autoroute. Et puis, on va aussi avoir des cas un peu plus critiques,
La puissance étant tellement manquante que la solution est une absolue nécessité. Donc, par exemple, DHL est un client avec qui on avance bien. Un système a été déployé et aujourd'hui, il y a une flotte entière qui est rechargée avec un cube AICO toutes les nuits. Vous installez les bornes, l'infrastructure complète ou juste le système AICO qui vient se greffer sur des bornes existantes? Alors, on n'est pas fournisseur de bornes, Mmh. mais quand un client décide de se lancer avec AICO, on va évidemment lui packager le système avec des points de charge. Donc les points de charge, on peut théoriquement mettre tous les points de charge qui répondent à un certain cahier des charges un peu basique. Il faut qu'elle puisse répondre au protocole OCPP, enfin que ce soit des points de charge voilà, qui soient, on va dire, de bonne facture. Mais on peut tout à fait mettre du Schneider, on peut tout à fait mettre du Elinta. Voilà, on peut. La marque de Balaborn, au final, c'est pas trop notre sujet. Notre sujet, c'est cette infrastructure, cette plateforme avec ce système d'interconnexion de points de charge et puis le cube. Et on fournit des projets complètement packagés pour nos clients. Alors on a parlé de ICO, que vous nous avez décrit dans le détail, et puis on a évoqué Charles, le fameux robot Charles. On peut en reparler en 2 mots. Quel est le bilan? Où ça en est? Est-ce que Charles se promène sur différents parkings déjà? Rappelons d'abord ce que c'est. C'est un robot qui se déplace pour aller charger les voitures à leur place. Absolument. Le robot Charles, c'est l'idée que quand on installe une borne de recharge sur une place de parking, d'abord, elle devient exclusivement réservée aux véhicules électriques. Ça a évidemment un intérêt pour les usagers de véhicules électriques, mais pour les autres, ça peut aussi bloquer du stationnement. Et donc, initialement, c'est une solution qui permet de déplacer l'énergie. Donc, c'est un robot qui possède un pack batterie de seconde vie et il va se déplacer, se brancher automatiquement aux véhicules et les recharger là où elles sont garées. Et donc, on a déployé cette solution sur des parkings publics à Lyon, à Strasbourg, à Paris, dans des parkings d'entreprise aussi. Et le robot Charles est allé jusqu'en Belgique, chez Interparking, où on a fait un pilote, mais euh, c'est une solution qui nécessite plus de temps de développement. On est allé assez loin, c'est un des robots les plus avancés au niveau mondial d'après les veilles qui nous ont été partagées. Donc on est assez fiers et ça nous a permis de construire des vraies briques technologiques assez fortes. Euh, mais d'un point de vue développement de l'entreprise et stratégique, on a décidé de prioriser EICO. Euh, et donc tout ça pour dire, Charles n'est pas du tout oublié. Il répond à des cas d'usage d'une manière assez exceptionnelle, les parkings d'aéroports par exemple, ou les parkings de très très longue durée, les sites de stockage de véhicules par exemple. D'accord. Et donc on a en tête et on prévoit de ressortir le robot Charles d'ici quelques années. Vous avez parlé tout à l'heure de récupération de batterie en fin de vie en tout cas sur les voitures, c'est-à-dire en général quand elles ont atteint à peu près 70% de leur capacité initiale. Comment ça se passe? Vous avez des deals, vous avez des contrats avec les constructeurs qui vous permettent d'aller récupérer ces batteries quand elles doivent passer en seconde vie ou au recyclage, je ne sais pas comment on dit. Donc effectivement, depuis 2018, on a reconditionné des modules Tesla Model D'accord. S, des modules BMW i3 et depuis 2021, on travaille euh, beaucoup, pour ne pas dire exclusivement, avec Mercedes-Benz. Il faut savoir que la seconde vie, elle peut être créée de différentes manières. Ça peut être une usure profonde du pack batterie. Donc j'ai roulé 100 000, 200 000 km, j'ai perdu 30% de la capacité du pack, parfois 20. C'est plus adapté à un usage automobile. Ok. Alors on va démanteler le pack batterie, récupérer les modules et on fait face à une seconde vie qui est très technique parce que l'usure est assez incertaine et peut créer des instabilités qui sont complexes à gérer. Hmm. Mais on peut aussi avoir de la seconde vie parce que un véhicule a eu un accident de voiture et on a décidé d'enlever le pack, mais il est complètement fonctionnel. Une partie des modules sont complètement fonctionnels. On peut avoir aussi de la seconde vie parce que les constructeurs auto ont fait des tests euh, avec des batteries, ont du scrap, c'est-à-dire du rebut de modules. Donc le module, c'est l'élément qu'il y a à l'intérieur d'un pack batterie et à Ouais. l'intérieur d'un module, il y a des piles. Hmm. Donc, il y a plusieurs méthodes, plusieurs sources de création de batteries de seconde vie. Et donc, avec Mercedes-Benz Energy, on récupère au niveau européen des modules qui sont issus de différentes sources. Donc, l'enjeu pour nous, c'est une fois que ces modules arrivent à l'usine, bah, c'est de pouvoir les caractériser de la meilleure des manières et le plus rapidement possible. Et puis ensuite, de réussir à les assembler dans des groupes homogènes qui vont former un nouveau pack batterie en sachant qu'on va avoir des vieillissements variables. Certains packs batteries, au final, auront un vieillissement de 5%, d'autres de 10%, et
La difficulté pour un acteur comme nous ou n'importe qui souhaiterait fabriquer des packs de seconde vie, c'est de gérer cette variabilité. Vous faites tout ça chez vous, à Vénissieux, c'est-à-dire la fabrication, par exemple, de Heiko, de Charles, la mise en seconde vie des batteries, etc. C'est tout fait chez vous? C'est tout fait à Vénissieux. On a inauguré le site et on serait ravis d'avoir d'ailleurs un passage, si vous voulez passer un jour pour voir à quoi ça ressemble. Et donc Ouais. on a inauguré ce site en janvier et c'est un site, une usine qui est pas aujourd'hui gigantesque. On n'est pas sur une gigafactory, hein. Mmh. On parle de 1000 mètres carrés d'espace pour pouvoir assembler les cubes et Ouais. le reconditionnement se fait dans cet espace-là. Donc on a du stockage de modules, on a des espaces d'assemblage, des espaces de qualification et après une partie qui est vraiment réservée aux cubes en tant que tel. À peu près la moitié de l'usine, c'est les batteries de seconde vie, l'autre moitié, c'est l'assemblage du reste du système, quoi. Et là, la recherche et développement, l'ingénierie, tout se fait aussi sur place. Voilà, on a 600 mètres carrés de bureau en plus de la partie Atelier. activité Mmh. et donc effectivement toute l'équipe est regroupée. Donc d'ailleurs, petit message à ceux qui cherchent une nouvelle aventure professionnelle, c'est hyper bien desservi, plein de projets très innovants et une équipe super sympa. Donc je fais Donc vous passer un petit recrutez. message. On recrute, on recrute. Quel type de profil? Alors en ingénierie, constamment, et là on a notamment des ingénieurs en électronique embarquée, électronique de puissance, ingénieurs batterie, ingénieurs test et essai, D'accord. mais aussi sur la partie commerciale, on est en train on a été une entreprise très R&D et ensuite prod, exploitation. Là on commence à construire une belle équipe commerciale, donc si certains sont à la recherche de business development, d'ADV, voilà, on recrute. Très bien, bah, le message est passé. Alors, à l'origine, on dit que vous êtes une start-up, même si maintenant vous commencez à avoir un petit peu de bouteille, hein, dans le sens tout à fait positif du terme. Vous avez, quand on parle de start-up, on parle souvent de levée de fonds. Vous avez levé des fonds d'amorçage au départ ou plus tard, ou est-ce que c'est dans les tuyaux? Oui, on a réalisé plusieurs levées de fonds, une pré-amorçage, une amorçage et puis ensuite une série A. Alors évidemment, les définitions de ces termes varient d'une industrie à une autre, et cetera. Mais au total, c'est 13 millions d'euros qui ont été levés depuis le Ah début ouais, de l'aventure. quand même. La plus importante, c'est celle de juillet 2023, donc il y a tout pile un an, avec une levée de 10 millions qui nous permet justement de démarrer ce ramp-up industriel. Vous avez une expansion qui est prévue hors de France, parce que pour l'instant, vous avez mentionné tout à l'heure un client en Belgique. Vous en avez d'autres en Europe ou ailleurs d'ailleurs? On étudie des projets dans des pays limitrophes, proches de France. Pour l'instant, on cherche déjà à délivrer les projets qui sont français, mais il est vrai que les problématiques de puissance qu'on adresse, les problématiques de réseau électrique, sont parfois plus importantes, voire beaucoup plus impactantes euh, dans des pays qui sont pas les pays français, parce que j'aime bien le rappeler, mais on a quand même parmi les deux meilleurs champions au monde en termes de réseau électrique, que sont RTE et Enedis. Donc c'est vrai qu'en France, on a des problématiques de puissance, mais beaucoup moins que dans le reste du monde. Et donc ça invite aussi à aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et il s'avère que dans des pays même comme l'Allemagne ou les Pays-Bas qui sont avancés, les Pays-Bas notamment très avancés dans l'électrique, font face à de très grosses difficultés en termes de puissance. Aujourd'hui, Mob Energy, c'est à peu près, enfin, si vous pouvez le dire, c'est à peu près quoi comme quel chiffre d'affaires annuel et qu'est-ce que vous visez, par exemple, sur le prochain exercice? L'accélération ou le démarrage commercial s'est vraiment fait l'année dernière. Donc l'année dernière, on a fait un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Cette année, si tout va bien, on va atteindre les 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça me permet de parler un peu peut-être du modèle économique, mais donc nous, notre sujet, c'est d'optimiser la puissance pour nos clients et de faire en sorte que les services de recharge se déploient le plus vite possible. Mais dans nos EICO se trouvent des batteries certes de seconde vie, mais qui ont été bichonnées et travaillées. Donc on a vraiment un regard assez pointu sur l'intégration de ces batteries dans nos systèmes. Et une batterie, c'est un formidable outil pour générer des revenus complémentaires. Et donc notre modèle, en plus de toute cette partie productive, etc., a aussi une ambition de pouvoir participer à de nouveaux services, les services réseau, hein,
par exemple, parler d'eux. Et donc ça rentre dans la stratégie des prochaines années. Salim, j'ai une dernière question que je pose à la plupart de mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors, non, pour une raison simple, c'est que je n'ai pas de voiture du tout. Je suis en transport en commun, mais j'utilise avec grand plaisir des voitures électriques. On a quelques voitures électriques de service pour pouvoir faire mes rendez-vous et c'est pas du tout pour prétendre, hein, c'est le cas et on a fait tout un tas de tests, des trajets Lyon vers le sud, Lyon vers Paris, Lyon vers des zones un peu moins couvertes aussi. Donc on a expérimenté aussi la recharge urbaine et la recharge sur autoroute comme il se doit. Mais on n'a pas encore fait de très très longs trajets. J'ai pas encore fait un 1000 ou 2000 kilomètres pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Salim Elouat. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Mob Energy, une entreprise lyonnaise spécialisée dans la recharge intelligente pour voitures électriques. Merci. Merci beaucoup. L'essai de la semaine. Le tout nouveau Ford Explorer est désormais commercialisé et il est clair qu'il n'a pas grand-chose à voir avec l'Explorer hybride actuellement proposé par le constructeur américain. Non seulement il est plus compact et donc mieux adapté à notre marché, mais il s'est même avéré convaincant sur bien des aspects. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence qui n'engage que moi. Je trouve sa ligne particulièrement réussie, même si les SUV ne sont pas trop ma tasse de thé généralement. Mais écoutez plutôt ce qu'en dit l'un de nos essayeurs maison, David Noguera. Alors cet Explorer, eh bien, il est bâti sur la même base que l'ID4, c'est-à-dire qu'il utilise une plateforme MEB de chez Volkswagen. Comme je l'ai dit, on est désormais en présence d'un SUV compact. Cet Explorer mesure 4,47 m de long, c'est 11 cm de moins bien, que l'ID4, mais c'est une dimension identique au Scénic E-Tech. Il mesure également 1,87 m de large, hors rétroviseur, et 2,06 m, largeur des rétroviseurs inclus. Il mesure 1,62 m, intégrant l'antenne. On verra ce que ça donne en matière d'habitabilité, mais son empattement est de 2,76 m et on le voit, ça lui laisse finalement des porte-à-faux assez courts. Bonne nouvelle et caractéristique qui aura son importance pour un véhicule comme celui-ci à usage urbain notamment, son diamètre de braquage est de 10,25 m en version propulsion et il est de 11,36 m en version 4 roues motrices. Concernant le poids, nous sommes sur 1833 kg pour la version autonomie standard en propulsion, 2015 kg pour la version autonomie étendue, batterie étendue toujours en configuration propulsion et on est à 2,92 tonnes pour la version batterie étendue en 4 roues motrices. La version propulsion standard sera dotée d'une batterie de 52 kWh net et développant une puissance de 170 chevaux. Pour l'instant, nous n'avons pas l'homologation et donc on ne sait pas quelle sera l'autonomie pour ce modèle, mais on l'estime environ 400 km. Ensuite, nous avons la version propulsion avec la batterie étendue, cette fois-ci d'une capacité de 77 kWh, la puissance 286 chevaux pour une autonomie annoncée de 602 km. Enfin, la version transmission intégrale qui, elle, sera dotée de la batterie 79 kWh, développant une puissance de 340 chevaux pour une autonomie annoncée de 566 km. Et il y a ensuite ces versions premium pour lesquelles l'autonomie change un peu en raison de l'équipement puisque la version propulsion à batterie étendue passe à 572 km et la version 4 roues motrices passe à 532 km. Concernant les puissances de recharge, nous n'avons pour l'instant pas d'informations pour la batterie dite standard. Pour la version batterie étendue, en fonction de la configuration propulsion ou 4 roues motrices, la puissance change un peu. Pour la version propulsion, on est sur 135 kW ici pour la prise combo et on est sur 185 kW de puissance de recharge pour la version 4 roues motrices respectivement. On est donc sur 28 minutes et 26 minutes pour faire le 10 à 80%. Sachez également que le chargeur embarqué AC offre lui une puissance intéressante de 11 kW. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!